La confusion a envahi son esprit et il a crié, puis il a ressenti une douleur fulgurante dans la poitrine. Un instant plus tard, il s'est évanoui sur la femme. Fred, ce n'est pas de l'humour. Tu as probablement tenu 5 minutes environ. Fred? Laissez-moi respirer. Fred Desmond, 29 ans, l'amant de Pénélope Materne, était étendu mort sur elle, écrasant un de ses bras sous son poids. Malgré tous ses efforts pour se dégager, il était tout simplement trop lourd pour elle, d'autant plus qu'il s'agissait d'un poids mort. Elle a tenté d'utiliser sa main libre pour attraper son téléphone portable, mais son bras était trop court. Elle fondit en larmes sous l'effet d'un mélange de frustration et de terreur. Il était évident que cette journée n'allait pas bien se terminer. Lorsque Penny a entendu la porte arrière de la maison s'ouvrir et ses enfants entrer 3 heures plus tard, la majeure partie de son corps était sur le point de s'engourdir. Elle leur a demandé de contacter le 911 et leur a dit de ne pas monter à l'étage. Sa fille de 15 ans lui a demandé s'il fallait aussi appeler son père. Non. Non. Vite, crie Penny. Attendez en bas et composez le 911. 5 minutes plus tard, les ambulanciers sont à la résidence. Ils sont montés à l'étage pour trouver Penny et son amant décédés après s'être assurés que les enfants étaient en sécurité. Penny semblait plus coupable qu'un enfant pris les doigts dans la fameuse boîte à biscuits. Les ambulanciers ont échangé de brefs sourires, et Penny l'a remarqué. Le plus âgé des 2 ambulanciers dit, « Ce n'est pas la première fois que nous voyons quelque chose comme ça, madame. Je sais que vous ne le croirez pas. Apparemment, ce genre de circonstance est très stressant et peut provoquer des crises cardiaques. » Oui, mais il n'avait que 29 ans, dit Penny, à peine plus qu'un murmure. Alors l'autopsie devrait révéler au coroner quelque chose de fascinant, ajoute le plus jeune ambulancier. Alors qu'il roulait Fred Desmond, les 2 ambulanciers ont sursauté. Fred Desmond était un magnifique présentateur de journal télévisé pour la chaîne CBS de Lansing, dans le Michigan. Son étoile montait rapidement et, dans certains cercles, on savait qu'il était pressenti pour devenir le présentateur d'un grand marché dans un avenir proche. Comme Penny est resté coincé sous le poids du mort pendant plus de 2 heures, les ambulanciers l'ont examiné après avoir placé le mort sur une civière et l'avoir recouvert. Physiquement, elle semblait en bonne forme, mais ils l'ont encouragé à consulter un médecin spécialiste de la santé mentale. Être coincé sous un cadavre est le cadet de mes soucis, a-t-elle ajouté, mortifiée. Lorsque Dan, le mari de Penny, entre dans la pièce, essoufflé par sa course effrénée dans l'escalier, elle vient de finir d'enfiler un peignoir moelleux. « Tu te moques de moi, espèce de misérable ?» Dan crie à sa femme, qui s'éloigne de lui par habitude. Les 2 ambulanciers se positionnent instantanément devant Penny. L'ambulancier le plus ancien ajouta, « Monsieur Materne, vos enfants sont en bas, ce n'est peut-être pas le meilleur moment ni le meilleur endroit pour le faire. » Dan roule des yeux. Les 2 secouristes ont pu voir qu'il n'était pas simplement en train de monter les escaliers en sprintant, à cause de l'irrégularité de sa respiration. Penny, dans notre propre lit. Est-ce que les choses pourraient empirer? L'ambulancier en chef a dit, « Écoutez, monsieur Materne, si nous pensons que votre femme a besoin d'être protégée contre vous, nous devrons appeler la police dans quelques minutes. » Dan murmura, « Dieu sait qu'elle le mérite, mais je ne vais pas la frapper. » Les 2 ambulanciers se remercièrent d'un signe de tête. Penny remarqua les hochements de tête. « Les enfants vous ont-ils appelé ?» demande-t-elle alors que les ambulanciers sortent le corps sans vie de la maison. « Non, répond Dan. Tu leur as dit de ne pas m'appeler quand je leur ai parlé. » Fantastique. Tu as demandé aux enfants de te remplacer. Tu te rends compte à quel point tu es pitoyable? Quand l'ambulance est arrivée, Janet du quartier voisin m'a appelé. Je crois que tout le monde dans le quartier est maintenant au courant. Dans les 30 minutes qui ont suivi la diffusion de l'appel sur le scanner de la police, le décès de Fred Desmond a été rapporté par tous les organes de presse de Lansing. En raison de la popularité de Desmond au sein de la communauté de Lansing, les rédactions ont débattu de la question de savoir s'il fallait amplifier l'histoire ou la minimiser par respect professionnel. Lorsque Larry Richard a appris le décès de Fred Desmond, il a immédiatement reconnu l'adresse de l'appel d'urgence. Il s'agit de l'adresse de Penny Materne, son amante. Cela a confirmé ce qu'il craignait. Il est déconcerté, anéanti. Après un peu plus d'1 an de liaison avec Penny, il lui a envoyé un texto sans hésiter, « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Le téléphone de Penny affiche le message, mais elle a d'autres chats à fouetter. Larry a passé 6 ans comme présentateur à la chaîne NBC de Lansing. Si sa carrière n'avait pas la force et l'influence de son adversaire de CBS,
il était néanmoins très respecté au sein de la communauté. Il avait sans aucun doute apprécié sa liaison avec Penny, et lorsqu'il découvrit qu'elle avait également eu une relation avec son rival, il fut stupéfait et furieux. Larry sait que l'équipe de journalistes de la station va bientôt discuter de la manière de réagir au décès de Desmond. Il a clairement fait comprendre au rédacteur en chef par téléphone qu'il devait s'attaquer vigoureusement à cette question. La seule personne de la chaîne qui était au courant de la liaison de Larry avec Penny Materne et qui ne trouvait pas sa position surprenante était le rédacteur en chef. Cependant, il était d'accord. Ces idiots de CBS méritaient leur humiliation. Sa décision a été en partie influencée par le fait qu'ils étaient mieux notés que son équipe. Oui, absolument, se dit-il. À Lansing, Penny était elle-même une personnalité importante en tant que directrice exécutive de la prestigieuse Guilde des Arts de la ville. Le rédacteur en chef s'est dit que l'implication de deux personnalités publiques bien connues était sans aucun doute un plus pour la couverture médiatique. Descendez, habillez-vous et réfléchissez à la manière d'expliquer à nos enfants ce qui s'est passé et pourquoi ils vont passer les prochains jours avec vos parents, conseille Dan. N'essayez pas de minimiser votre erreur, mais ne soyez pas non plus trop direct. Les enfants sont assez grands pour comprendre que vous avez fait une grosse erreur. J'écouterai tout ce qui se passe. Parlez-en à vos parents par téléphone. Et comme je suis certain que cela passera au journal télévisé de ce soir, autant leur dire toute la vérité. Les yeux verts de Penny sont devenus aussi grands que des pièces d'argent. Elle n'avait pas réfléchi à l'intérêt de cette histoire pour les médias. Penny a dit à leurs enfants qu'elle avait trompé leur père dans leur propre lit, plus tôt dans la journée, alors que Dan était là. Elle l'avait trompé avec Fred Desmond, un célèbre animateur, qui était décédé pendant qu'il faisait l'amour pour une cause non précisée. Alors, maman, tu l'as porté à bout de bras? Demande Ellie, leur fille, avec beaucoup de sérieux. Ouah! Le visage de Penny rougit. Avec une grimace, Dan est entré dans la salle familiale. Dan attendit que Penny soit partie chez ses parents avec les enfants. Il estima qu'il disposerait d'une heure pour s'occuper de certaines tâches cruciales, notamment la recherche d'un avocat digne de confiance et la répartition de leurs finances, après 40 minutes pour le voyage aller-retour et 20 minutes supplémentaires pour les conversations avec les parents de Penny. Il pensait que le divorce était inévitable. Une personne divorcée est quelqu'un que tout le monde connaît. Dan en a d'ailleurs facilité un certain nombre. Dan travaillait pour une société nationale de télécommunications et l'un des divorces concernait un ami proche. Parmi d'autres appels, c'est celui-là qu'il a passé. Environ 1h30 plus tard, Penny est revenue, semblant avoir reçu plusieurs coups de poing dans l'estomac. Dan supposa que la discussion avec ses parents ne s'était pas bien passée. Étant donné que les Fitzmore étaient conservateurs, il savait qu'ils étaient probablement très mécontents de l'adultère de leur fille et du fait qu'il avait été largement connu. Penny s'effondra sur le canapé en face du fauteuil de Dan, le repose-pied toujours relevé. En la regardant de plus près, il pouvait voir qu'elle avait beaucoup pleuré. Si j'avais su qu'ils allaient servir un sandwich de merde sur le feu, ça se serait passé aussi bien qu'on pouvait s'y attendre, gémit-elle. Je crois que j'en suis digne. Dan resta silencieux en regardant sa femme. Elle le prit comme un signal pour continuer. Je m'excuse, Dan. Je m'excuse, dit-elle. Je m'excuse pour la trahison, pour le mal que je t'ai fait et pour la façon la plus publique dont j'ai pu faire exploser notre famille. Tu dois comprendre que je n'ai jamais eu l'intention d'attirer l'attention du public. Jamais. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Il n'avait que 29 ans. Penny enfouit son visage dans ses mains et se met à pleurer. Dan est resté immobile sur sa chaise. Après avoir pleuré pendant quelques minutes, elle finit par relever la tête et remarque que les yeux de Dan sont vides. Son mari dévoué ne l'avait jamais regardé de la sorte auparavant. Combien de temps cela a-t-il duré avant que tu ne le tues vraiment? Demanda Dan calmement. Penny grimace. Je ne l'ai pas tué, s'exclama-t-elle. Nous avons passé environ 3 mois ensemble, je crois. Ensemble. Quel terme fantastique. On dirait que vous étiez amoureux. C'est tellement naïf. J'aime toujours le mot « sexe », cependant, a répondu Dan. Il veut dire exactement ce qu'il veut dire. Elle poursuit, il m'a interviewé pour un article. Nous avons tous les deux flirté. Il se maintenait en forme et était un grand et bel homme qui avait joué au football à l'université. Après quelques déjeuners, les choses se sont enchaînées. C'était un excellent partenaire au lit. C'est bon à savoir, dit Dan. Est-ce que vous et lui faisiez l'amour dans notre lit tout le temps?
Elle baisse le regard. Tu sais qu'il était marié, n'est-ce pas? Qu'il a 2 jeunes enfants. Quel beau souvenir tu leur as laissé. Dan émit un son rauque. Dan, je ne veux pas divorcer. S'il te plaît. Je ferai tout ce que tu voudras. Une thérapie, si tu veux, supplie-t-elle. Et pourquoi devrais-je me soucier de ce que tu veux? Dan s'emporte. Cette crapule et toi avez eu une liaison pendant 3 mois. Il dormait dans notre lit avec toi. Dans notre lit, il est mort. Ce soir, ce sera probablement diffusé sur toutes les chaînes d'information. Oh non, madame. Vous n'avez pas pu garder vos jambes fermées, et pour le reste de notre vie, nos enfants et moi serons humiliés. 3 des 4 principales chaînes de télévision de Lansing ont diffusé un reportage sur la mort de Fred Desmond, victime de ce qui semble être une crise cardiaque alors qu'il couchait avec une femme qui n'était pas son épouse. Le présentateur de 29 ans est décédé de ce qui semblait être une crise cardiaque, selon la propre chaîne de Desmond. Dan s'est installé dans la chambre d'amis ce soir-là. Ce lit ne sera plus jamais le sien. En raison de la mauvaise presse qui entoure sa liaison avec Desmond et la mort de ce dernier, Penny perd son emploi. Elle sait que le conseil d'administration n'a pas d'autre choix s'il veut continuer à recevoir des fonds. De plus, Larry Richard, son amant de longue date, l'appelle pour rompre, l'accusant d'être malhonnête et utilisant toutes les insultes possibles et imaginables. Quelle femme adultère tu es? Avec combien d'autres hommes as-tu couché? Si tu es misérable, c'est fini. Pendant leur conversation de 5 minutes, il a crié plusieurs choses, dont celle-ci. Penny est restée silencieuse pendant toute la discussion. Elle a été signifiée au travail la semaine suivante. Ils ont présenté des déclarations écrites exprimant leur souhait de rester avec leur père, et Dan a demandé la garde complète de leurs enfants. Il a informé le juge qu'il s'attendait à une réaction publique très négative sur la question et que lui et les enfants finiraient par déménager, même s'il avait les moyens de continuer à payer l'hypothèque de la maison. Lorsque Penny est rentrée chez elle ce soir-là, elle semblait vaincue, mais ni son mari ni leurs enfants n'ont tenté de la consoler. Depuis que la nouvelle de la mort de Desmond s'était répandue, ils étaient quotidiennement l'objet de moqueries et de railleries. Au début, Penny n'a pas prêté attention au fait qu'elle n'avait pas eu ses règles à cause de tout ce qui se passait dans sa vie. Elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte lorsque cela s'est reproduit et qu'elle a eu des nausées. Un test à domicile l'a confirmé. « Dieu, me méprises-tu à ce point ?» a-t-elle demandé à haute voix dans la salle de bain. Elle n'a révélé sa grossesse à sa famille qu'après le dîner. Elle grimace lorsque Dan s'étouffe dans son repas à l'annonce de sa grossesse. Elle savait qu'il envisageait la possibilité que l'enfant soit le sien et qu'ils doivent rester mariés avec elle si c'était le cas. Dan ne verrait jamais cela comme un coup de chance, mais elle, oui. Je ne crois pas une seconde que ce bébé soit le mien. Nous ferons un test ADN le mois prochain, dit Dan, et le regard plein d'espoir de Penny disparut. Vous ne me croyez pas, demanda-t-elle avec incrédulité. M'as-tu donné récemment une raison de croire en toi, a-t-il rétorqué. Lorsque l'avocat de Dan materne a appelé et a demandé un échantillon d'ADN du mari décédé de Fred Desmond pour le comparer à l'enfant que portait Penny, la veuve de Fred n'était pas contente. L'avocat explique à Madame Desmond que si le bébé est bien celui de Fred, la pension alimentaire devra être prélevée sur ses biens. Dan materne refuse catégoriquement de payer une pension alimentaire pour un enfant conçu par un autre homme. Maggie Desmond n'aime pas le point de vue de Dan, mais elle le comprend parfaitement. Stupide misérable, se dit-elle. Le test ADN a été effectué au bout de 3 mois. De manière inattendue, les résultats ont révélé que ni Dan ni le défunt Fred ne correspondaient. Penny, vraiment? Dan lui a crié dessus lorsque les résultats sont arrivés. Espèce d'adultère, avec combien d'hommes m'as-tu trompé? L'avocat de Penny a dû obtenir une ordonnance du tribunal pour que Larry Richard fournisse enfin ce qui s'est avéré être l'échantillon d'ADN correspondant. Lorsque Madame Larry Richard a découvert que son mari avait eu des liaisons avec la femme adultère la plus connue de Lansing et qu'il en paierait le prix pendant les 18 prochaines années, elle a été bouleversée, ce qui est compréhensible. La grossesse de Penny par Larry a facilité la victoire de Dan qui demandait la garde complète de ses 2 enfants. Je sais que j'ai déjà posé la question, mais combien de temps cette liaison a-t-elle duré, Penny, demande Dan un soir, alors qu'il règle les détails du partage des biens. Penny a rougi et s'est excusée à nouveau. Qu'y a-t-il d'autre de nouveau, pense Dan. Larry et moi avons été amants pendant près d'1 an. Nous nous rencontrions 1 ou 2 fois toutes les 2 semaines environ. Tu sais, comme je travaillais à temps partiel, il m'était généralement très facile de m'éclipser pendant la journée.
Tu étais au travail toute la journée et tu m'as toujours fait entièrement confiance. Dan, j'ai vraiment abusé de cette confiance. Je suis vraiment désolé, a déclaré Penny. Mais pas assez pour arrêter ou pour éviter de prendre un deuxième amant. Jésus, Penny, 2 amants. Avais-tu vraiment besoin de 2 parce que j'étais si horrible au lit? Dan laissa échapper un grognement. Penny voit la douleur dans les yeux de Dan et sait trop bien quelle en est la cause. Dan, tu es un amant merveilleux, dit-elle. Il ne s'agit pas de toi, mais de moi, de ma faiblesse. J'ai trouvé Larry attirant, ce qui m'a amené à coucher avec lui. Pour être honnête, le sexe était excellent. Mais c'était juste de l'amusement, du plaisir. Cela n'avait rien à voir avec l'amour. Dans mon esprit, j'étais capable de le séparer de ce que nous avions. Après les premières fois, j'ai cessé de me sentir coupable parce que je ne t'ai jamais rien enlevé. J'étais toujours disponible pour toi quand tu avais besoin de moi. Alors, ça veut dire que tu me donnais parfois des restes négligés, demanda Dan, se sentant soudain malade. Penny s'arrêta et détourna le regard. Il n'y avait pas besoin de réponse. Dan se leva de sa chaise, se précipita aux toilettes et vomit violemment. Penny le suivit et s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Cela veut-il dire que j'ai parfois mangé leur reste, demanda-t-il entre 2 vomissements. Peut-être, un peu, râle Penny. Mais je me suis toujours nettoyé du mieux que j'ai pu avant que tu n'arrives à la maison, et je ne t'ai jamais imposé quoi que ce soit. C'était toujours quand tu prenais l'initiative. Je t'ai promis que je ne te refuserai jamais. Dan s'enfonça dans le tabouret. Lorsqu'elle s'est assurée qu'il avait terminé, Penny lui a tendu un gant de toilette humide. En s'essuyant le visage, Dan se demanda comment sa vie avait pu si mal tourner. Il avait rencontré Penny lors d'une fête à l'université du Michigan, alors qu'ils étaient tous 2 étudiants. C'était une petite fille à la poitrine modeste et ferme, aux beaux cheveux blonds et aux yeux verts étonnants. Lui était un grand étudiant en mathématiques, aux cheveux bruns bouclés et au sourire facile. Aucun des 2 n'avait beaucoup d'expérience sexuelle avant leur rencontre. Après un seul rendez-vous, ils se sont mariés. Ils étaient compatibles en tout point, surtout au lit. Avant d'avoir des enfants, ils avaient l'impression de pouvoir faire n'importe quoi sur le plan sexuel. Penny avait une grande libido et Dan s'était donné pour mission de lui offrir tout ce qu'elle désirait. Leur vie sexuelle s'est ralentie et est devenue plus modérée au fur et à mesure que leur mariage se développait et que les enfants grandissaient. Néanmoins, le couple planifiait des soirées spéciales 1 fois par mois pour maintenir le plaisir. Ces dernières années, Dan a beaucoup réfléchi à son mariage. Lorsque Penny lui a dit qu'elle avait besoin de plus de sexe, l'a-t-il ignoré? Aurait-elle pu avoir 2 liaisons et continuer à l'aimer sincèrement? Comment pouvait-elle croire que c'était approprié, en dehors de leur mariage? Il y avait beaucoup de choses à considérer, mais rien ne changeait le résultat. Leur mariage de 18 ans est devenu une statistique de plus. Le souhait de Dan de déménager dans une autre ville a été parfaitement compris par ses enfants. Leurs camarades de classe avaient été durs dans leurs commentaires au cours des dernières semaines avant la fin de l'année scolaire. Les médias sociaux n'avaient pas été plus tendres, qualifiant leur mère de « MILF Sex Killer », un surnom désobligeant mais peut-être vrai. Bien que ses enfants aient protesté, Dan les a obligés à assister à quelques séances avec un thérapeute recommandé par son avocat. Pour diverses raisons, tous 2 ont fini par apprécier leur thérapeute, le Dr Charlotte Puaka, âgée de 30 ans. Elle est plutôt cool pour une thérapeute, remarque sa fille. Son fils, maintenant adulte, a haussé les sourcils et a dit « Oui, et elle n'est pas mal non plus, papa. » Je paie cher pour que tu lui parles, pas pour que tu baves sur elle, a dit Dan à son fils. Dan a rencontré le médecin après avoir déposé ses enfants pour leur première séance. Lors de leur 2e visite, ils ont vu Puaka pour la première fois. Il doit admettre que son fils a bon goût. Avec ses longs cheveux blonds, ses yeux d'un bleu profond, sa peau d'albâtre et ses longues jambes, le docteur Puaka semblait avoir des origines scandinaves. Dan se dit que Thor lui-même serait probablement satisfait de cette séduisante doctoresse. Après la séance avec ses enfants, Dan et la thérapeute eurent une brève rencontre. Il est d'accord avec elle pour dire que quelques séances seraient bénéfiques pour lui aussi. Il savait qu'il avait de sérieux problèmes de confiance, et il n'était pas sûr de pouvoir les surmonter un jour. Dan a participé à 12 séances, soit le même nombre que ses enfants. Il espérait que la résilience des jeunes leur permettrait de surmonter tous les problèmes auxquels ils étaient confrontés bien plus rapidement que lui ne pouvait le faire avec les siens. Il a discuté de cette idée avec la thérapeute, qui l'a encouragé à continuer à la voir si nécessaire. Il sourit et dit,
mais si je deviens votre patient, cela signifie que nous ne pouvons pas sortir ensemble. C'est vrai, mais vous faites une supposition plutôt audacieuse, répond la doctoresse, sur un ton qui n'est pas hostile. Dan n'était pas pressé de commencer à sortir, ni avec le docteur Puaka, ni avec qui que ce soit d'autre, même si certaines des femmes qu'il connaissait avaient manifesté de l'intérêt pour lui. Bien qu'elles reçoivent une pension alimentaire de Dan, la moitié de leurs biens communs, sa part du produit de la vente de la maison et une pension alimentaire pour les enfants, Penny devait encore trouver au moins un emploi à temps partiel après avoir donné naissance à son deuxième fils pour subvenir à ses besoins. Elle a également déménagé, mais a veillé à rester loin de la ville où toute sa famille vivait désormais. Elle a repris son nom de jeune fille et a commencé à utiliser son nom légal complet, se faisant appeler Penelope Robb. Elle est fière d'avoir réussi à perdre du poids pendant sa grossesse et d'avoir rapidement retrouvé son poids d'avant la grossesse. Cependant, elle n'a pas recommencé à sortir avec des hommes, malgré les nombreuses possibilités qui s'offraient à elle. Certaines de ces options provenaient d'hommes qui la reconnaissaient comme la « MILF Sex Killer », même si elle s'était teint les cheveux en brun, et qui lui disaient qu'il ne verrait pas d'inconvénient à « rouler dans le foin » avec elle. La première fois, elle a fondu en larmes, la deuxième fois, elle s'est enfuie précipitamment. Au moins, dans son nouveau travail, personne ne l'a reconnue comme la « MILF Sex Killer ». Ou s'ils l'ont fait, ils ont été assez polis pour le garder pour eux. Une femme célibataire de 43 ans, avec un nouveau-né et un travail à temps partiel, n'a pas beaucoup de temps pour une vie sociale. Elle essayait de rester en contact avec Ellie et Robbie et rétablissait peu à peu ses liens avec ses parents, qui avaient décidé de ne pas punir leur troisième petit enfant pour les crimes de sa mère. La vue du nom de Dan materne sur son téléphone fait sursauter le docteur Charlotte Puaka. Elle ne lui a pas parlé depuis plus de 6 mois, depuis le jour où ses séances avec elle en tant que patiente ont pris fin. Il avait mentionné qu'il aimerait la voir en personne, mais il n'avait jamais donné suite. Elle avait supposé qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre. « Et, Dan » dit-elle nonchalamment. « Je commençais à penser que tu avais oublié mon numéro, lui donnant ainsi l'occasion de s'exprimer. »« Non, je voulais juste nous donner à tous les deux un peu de temps pour oublier la relation médecin-patient, et aussi pour te montrer qu'il ne s'agit pas d'une sorte de rebond, dit Dan. » Charlotte sourit. Il n'était pas rare que les patients, hommes ou femmes, s'attachent à leur thérapeute, surtout les hommes. Dan, lui, semblait différent. Charlotte est ravie car, après l'avoir écouté pendant la thérapie, elle a décidé que Dan était quelqu'un qu'elle aimerait mieux connaître. De plus, elle le trouvait beau et sexuellement désirable, ce qui n'était pas négligeable. Lorsque Dan vient chercher Charlotte pour leur rendez-vous le vendredi suivant, il est agréablement surpris. Pour leur rendez-vous, elle avait opté pour une tenue plus décontractée et plus séduisante, une jupe en jean qui lui arrivait à mi-cuisse, un haut blanc moulant qui laissait entrevoir son ventre tonique, et des sandales à lanière avec des talons de 10 cm. Lorsqu'elle l'accueillit à la porte, il la scruta ouvertement de la tête aux pieds, échouant lamentablement à faire semblant de ne pas s'en préoccuper. « Je suppose que ma tenue est acceptable » dit-elle avec désinvolture en passant devant lui et en se dirigeant vers sa voiture. Dan dit « Même, ouais » et se précipite pour lui ouvrir et lui tenir la porte de la voiture. « Oh, mon Dieu ! La vieille école. Les bonnes manières. C'est bien, ronronne-t-elle. Quand tu rencontreras ma mère un jour, tu pourras la remercier, ajouta-t-il. Charlotte se sourit à elle-même. Elle avait eu suffisamment de rendez-vous pour apprécier les petits gestes dont la plupart des hommes ne s'embarrassaient plus, comme ouvrir les portes. En plus de servir un excellent barbecue, le restaurant proposait des boissons provenant d'une distillerie voisine. La serveuse offrit à Charlotte un grand bavoir, ce qui la fit se sentir un peu ridicule, mais elle l'accepta après avoir jeté un coup d'œil autour d'elle et constaté que beaucoup d'autres convives en portaient aussi et les avaient déjà recouverts de sauce barbecue. Dan a pris le sien avec reconnaissance. Lorsque Dan apprend que Charlotte est alcoolique, il commande des verres d'eau glacée et une dégustation de whisky pour eux deux. En plus de lui expliquer le type de whisky contenu dans chaque verre et de lui donner quelques notes de dégustation, il lui propose de boire de minuscules gorgées de la liqueur. Elle s'est dite ravie de ses connaissances en matière de spiritueux et de la façon dont chaque échantillon s'accordait avec le barbecue. « Alors, vous êtes un passionné d'alcool » a-t-elle répondu en plaisantant, tout en s'assurant qu'il savait qu'elle plaisantait. « Comme un sommelier du whisky. »« Je suis coupable » a-t-il répondu. Penny est plutôt une adepte du vin. « J'ai toujours préféré les alcools distillés. » Il marqua une pause et fronça les sourcils à l'évocation de son ex-femme, surtout devant son ancien thérapeute. « Ne faites pas ça. »« Ne t'attarde pas sur elle » répondit Charlotte à voix basse.
Elle a joué un rôle important dans ta vie pendant 20 ans. C'est normal qu'elle soit dans tes souvenirs. N'essaie pas de les supprimer ou de te sentir coupable lorsqu'ils remontent à la surface. Ils finiront par s'estomper, et tu rencontreras de nouvelles personnes et te créeras de nouveaux souvenirs. Il plaisante, bon sang, je ne pensais pas que nous serions de service ce soir. Rien de tout cela, répondit-elle en lui donnant une tape amusante sur la main. Lorsqu'ils eurent fini de manger, Charlotte vit de la sauce barbecue couler sur son bavoir. Ce truc a vraiment sauvé mon chemisier, dit-elle en enlevant le bavoir. Se promener toute la nuit avec de la sauce barbecue aurait été gênant. Je me serais porté volontaire pour la lécher pour toi. N'oublie pas que ma mère m'a appris les bonnes manières. Dan sourit. Ah, monsieur Chevalerie, dit Charlotte tandis que Dan hausse un sourcil. Dan avait informé Charlotte qu'ils iraient dans un club de musique après le dîner. Ils s'arrêtèrent devant un célèbre club de jazz, ce qui l'a surpris car elle avait supposé que le club aurait une ambiance country western après un restaurant de grillades. Du jazz? J'aurais parié sur le country. Je pensais que nous allions danser toute la nuit, dit-elle, tandis que Dan s'esclaffe à nouveau et secoue la tête. Pas de country. Pas de hip-hop. Pas de gospel. Les guitares hurlantes, c'est toujours bien. Le blues, excellent. Le jazz, excellent. Je suis un homme qui a des goûts très spécifiques, a-t-il déclaré. Oh, est-ce que je fais partie de vos goûts très spécifiques, demanda Charlotte en faisant des guillemets. Absolument, répond-il. À la fin de la soirée, Dan reçoit un chaste baiser d'adieu. Il est surpris, en rentrant chez lui, de trouver ses deux enfants qui l'attendent dans la cuisine de l'appartement. Bon rendez-vous, papa, demanda Ellie avec un large sourire. Tu as gardé tes mains pour toi et tu t'es comporté comme un gentleman? Robbie sourit d'un air malicieux. Laissez-moi tranquille, les gars. C'est mon premier rendez-vous en plus de 20 ans. Mon Dieu, je n'ai pas l'habitude, dit Dan. Les deux enfants sourient à leur père, puis l'un à l'autre. Je ne t'aide pas, papa. Tu dois te débrouiller tout seul, dit Ellie en riant. Cependant, nous acceptons ton rendez-vous. Le docteur Poaka est fantastique, à notre avis. Ne fais pas tout foirer, papa, dit Robbie sérieusement. Dan et Charlotte terminaient leur 4e rendez-vous en 2 mois, sirotant un café avec un trait de liqueur dans le salon de Charlotte quand son expression devint soudain sérieuse. Dan, tu ne crois pas que tu devrais rencontrer une ou deux autres femmes, juste pour comparer? J'ai l'impression que tu te concentres trop sur moi et que tu risques de passer à côté de quelqu'un avec qui tu serais vraiment en phase, dit Charlotte. Et si j'avais découvert quelqu'un avec qui je m'entendais vraiment, a-t-il répondu. Parce que je me concentre vraiment sur toi. Charlotte sourit, rougit. Elle prend le café des mains de Dan, l'attire vers elle et l'embrasse profondément. Il lui rendit son baiser avec autant de passion. Elle le conduit à l'étage jusqu'à sa chambre. Une fois arrivée, Charlotte embrasse Dan profondément, le pousse en arrière vers le lit avant de l'y pousser. Alors qu'elle commençait à le déshabiller, il passa ses mains sur son chemisier, ce qui lui arracha un long gémissement. Il la déshabilla aussi rapidement qu'elle l'avait déshabillé. Puis, tirant son corps contre le sien, ils tombèrent tous les deux sur le lit. Dan hésita un instant, réalisant que cela faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas vu d'intimité avec une femme. Mais cette pensée s'évanouit rapidement lorsque Charlotte l'attira dans un baiser profond et brûlant. Il réagit immédiatement, ses mains explorant son corps avec tendresse et respect. Tout en caressant et en embrassant sa peau, il suivait chaque frisson et chaque halètement, prenant son temps et savourant chaque réaction de la jeune femme. Charlotte avait l'impression que ses sens étaient surchargés, sa vision se brouillait, sa respiration était saccadée et la chaleur se répandait en elle comme un courant électrique. Elle n'avait pas prévu d'être aussi complètement prise dans l'instant. Ce n'est que lorsqu'elle s'entendit respirer rapidement qu'elle réalisa qu'elle faisait du bruit. Dan était entièrement concentré sur elle, captivé par la façon dont elle réagissait à son contact. Il ne sait pas à quel moment précis la pièce est devenue silencieuse, mais il a soudain remarqué l'absence de bruit lorsque Charlotte s'est calmée sous lui, sa respiration étant profonde et régulière. « Char, ça va, bébé ?» chuchota-t-il. Il répéta la question après qu'elle n'eût pas répondu tout de suite, attendant quelques secondes qu'elle s'agite. Qu'est-ce que c'était? Sa voix était tremblante. « Tu vas bien? » Bien sûr. C'était génial. On peut recommencer? Dan gloussa, ses mains continuant à tracer doucement le long de sa peau. Oh oui, murmura-t-il en l'attirant plus près de lui.
Ils furent momentanément absorbés l'un par l'autre, leurs corps se mouvant à l'unisson. Charlotte s'accrocha à lui, son corps réagissant au sien par des poussées de plaisir et de chaleur. Alors qu'ils atteignaient tous deux un sommet d'intimité et de connexion, Dan la sentit frémir contre lui. Plus tard, ils restèrent enlacés l'un à l'autre, partageant des rires silencieux et de tendres baisers. Au fur et à mesure que la nuit avançait, il y eut des échanges feutrés et le bruit de quelque chose de frais et d'excitant entre eux. « Tu te souviens de ma question sur ton désir de sortir avec d'autres femmes ? Oublie ça. Tu es à moi. » Je l'ai dit, tu es à moi, dit Charlotte. Lors de leur prochaine sortie, une journée de golf et de karting avant un dîner dans un restaurant mexicain, les enfants de Dan se joignent à eux. Ellie, Bobby et Charlotte s'entendent immédiatement. Dan sourit beaucoup en écoutant leur conversation. La différence d'âge de 10 ans entre Dan et Charlotte n'a jamais vraiment été évoquée jusqu'à ce qu'ils planifient leur mariage pour l'année suivante et que l'idée d'avoir des enfants fasse surface. Dan admet qu'il se sent trop vieux pour avoir d'autres enfants, mais Charlotte en veut au moins 2. Ils se sont mis d'accord sur le chiffre de 2. Une femme heureuse, une vie heureuse, se dit Dan. Dan et Charlotte étaient assis dans la salle d'attente du cabinet de leur pédiatre avec leur fille d'1 an, attendant sa première visite annuelle, lorsqu'un visage familier sortit de la salle d'examen, suivi d'un petit garçon. « Oh. Dan. »« Bonjour, » dit Penny, surprise. Elle regarde Charlotte et le bébé. « Eh, Penny. Cela fait un moment. C'est ton petit ?» 4 ans s'étaient écoulés depuis que Dan et Penny avaient signé les papiers de leur divorce, la dernière fois qu'ils s'étaient retrouvés dans la même pièce. Bien qu'elle ait pris une vingtaine de kilos et qu'elle ait quelques nouvelles rides sur le visage, il trouvait qu'elle avait encore fière allure. Penny, à son tour, a remarqué le gris des cheveux de Dan, mais sinon, il a l'air presque le même, comme s'il n'avait pas vieilli d'un jour. Peut-être était-ce le sourire qu'il arborait, un sourire qui semblait authentique plutôt que forcé. Elle se demanda si son apparence jeune et son sourire étaient dus à la jolie blonde qui tenait le bébé. « C'est mon fils, Will. Il a 5 ans maintenant, dit Penny. Et voici notre fille, Geneviève, ajoute Dan. Voici Charlotte, ma femme, poursuit Penny. Char, voici mon ex-femme, Penny, présente Dan. Les 2 femmes se jaugent. Penny était encore en train d'assimiler l'idée que Dan avait un autre enfant lorsqu'elle réalisa que Charlotte avait probablement 10 ans de moins qu'elle et Dan. Charlotte se lève et lui tend la main. Penny hésite un instant avant de la prendre. C'est très agréable de vous rencontrer enfin. Les enfants ne tarissent pas d'éloges sur vous, dit Penny. Charlotte se contente de hocher la tête. Dan savait que sa femme était une femme polie, mais elle ne mentirait pas et ne dirait pas la même chose à son ex-femme parce que ce ne serait pas vrai. Au moins en sa présence, la seule chose qu'Ellie et Bobby avaient dite à propos de Penny concernait sa santé. Dan avait dit à ses enfants que cela ne le dérangeait pas qu'ils aiment encore leur mère, mais qu'il ne voulait plus jamais parler d'elle. Les 2 enfants avaient compris et respecté sa demande. Elle ressemble beaucoup à Bobby quand il était bébé, dit Penny en jetant un coup d'œil à l'enfant. Je parie que Bobby est un grand frère merveilleusement gentil. Il est devenu un bon jeune homme, dit Dan. Et Ellie est presque une jeune femme maintenant. C'est ce qu'il semble être, à en juger par le peu que je vois d'eux ces jours-ci, a répondu Penny. Elle remarqua le regard que Dan lui lança et s'empressa d'ajouter, je ne les blâme pas de ne pas nous rendre visite plus souvent. Je comprends qu'ils soient occupés. Pourtant, j'aimerais les voir plus souvent. Je suis leur mère. Charlotte baisse le regard, espérant que l'autre femme ne le remarque pas. Elle n'avait pas l'intention de dire à Penny que, depuis 2 ans, Ellie et Bobby l'appelaient maman. Dan voulait dire quelque chose, n'importe quoi, pour rendre la situation moins embarrassante. J'espère que ce n'est qu'un examen de routine. J'espère que tout va bien pour vous et votre fils, dit-il. Penny perçut son hésitation lorsqu'il mentionna le nom de son fils. Bien sûr, Ellie et Bobby ont dû mentionner Will de temps en temps. Dan avait sûrement oublié, se rassura-t-elle. Dan ressentit un pincement de culpabilité en voyant la façon dont ses yeux s'embrouillaient. La meilleure politique est d'être honnête. Dan dit, je ne parle pas du tout de toi avec les enfants. Tu es leur mère et je suis ravi que tu fasses partie de leur vie, quel que soit le niveau qu'ils choisissent. Mais à la maison, nous ne parlons presque jamais de toi. J'ai eu l'impression que j'avais besoin de vacances avec toi parce que tu m'as brisé le cœur. Les enfants le comprennent parfaitement. Je n'ai rien su de ta vie depuis que nous nous sommes séparés. Waouh, chuchote Penny. Nous avons eu 18 bonnes années ensemble.
Et tu peux m'effacer de ta vie, comme si notre mariage n'avait jamais eu lieu, comme une annulation. C'est cruel. Tu as fait ce que tu as fait. Maintenant, je fais ce que je dois faire pour vivre ma vie. Je vais de l'avant. Je vis dans le présent, pas dans le passé, dit Dan. Alors, comme je l'ai dit, j'espère que tu vas bien. Penny recula d'un pas, comme si Dan l'avait physiquement frappé avec ces mots. C'est une chose d'être détesté, c'en est une autre d'être effacé. Oui, je suppose, en grande partie, répondit-elle enfin. Je travaille à temps partiel à la bibliothèque. Will est à l'école maternelle. J'ai des rendez-vous de temps en temps. Peu d'hommes sont intéressés par une relation sérieuse avec une femme de 40 ans qui a un enfant en bas âge. J'ai compris. C'est ma faute. Je n'ai jamais voulu qu'il en soit ainsi, dit Dan, visiblement grimaçant. Eh bien, je crois que c'est à moi de partir, dit Penny. J'ai été ravi de vous rencontrer, Charlotte. Prends soin de lui. C'est un homme bien. Je l'ai oublié une fois, et regardez où cela m'a mené. Penny prit la main de son fils et sortit de la salle d'attente. Dan adressa à sa femme un sourire penaud. J'ai compris. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. C'est elle qui l'a cherché. Ce n'est pas mon problème. Je ne perdrai pas une minute de sommeil pour ça, ajoute Dan. Tu sais que je ne suis pas ton thérapeute 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Charlotte répond. Parfois, je ne suis que ta femme et la mère de ton enfant. Maintenant, embrasse-moi et arrête de m'analyser. Aime-moi, c'est tout. Ça, je peux le faire, a-t-il dit avec certitude.